Pour vous dire un mot sur l'Observatoire Vieillissement et Société, l'OVS, qui est un organisme à but non lucratif. Nous poursuivons une double mission, c'est-à-dire lutter contre l'ageisme et assurer le plus possible le mieux-être des aînés. Nous avons fêté cette année le 20e anniversaire de fondation de l'organisme, qui a été fondé évidemment en 2004. Alors, 20 ans de services envers les personnes âgées, différents services qu'on a essayé de bien rendre. 20 ans aussi de bénévolat, des personnes qui se sont engagées pour bien servir la population, des personnes qui sont encore là après 20 ans, et 20 ans aussi de soutien financier. Soutien financier qui nous a permis de naviguer contre vents et marées et qui nous a permis, évidemment, encore une fois, de bien servir les personnes âgées. J'en profite pour souligner l'apport financier du groupe Maurice et de la Fondation Sibella S. Sans ce soutien financier, nous n'aurions pu continuer à fonctionner au quotidien. Les différentes activités pour aider les personnes aînées sont habituellement les suivantes. Nous organisons des conférences comme celle de ce soir. Nous faisons également des groupes de discussion sur différents enjeux qui concernent les personnes âgées. Nous avons eu des cafés philo, des cafés réflexion, des espaces réflexion, toutes sortes d'activités qui ont permis de mieux accomplir notre mission. Il faut dire aussi que le fer de lance actuellement de l'Observatoire, ce sont les ateliers de sensibilisation à l'âgisme, des ateliers qu'on organise depuis toujours, mais qui ont pris beaucoup de poils de la bête, si je peux dire, depuis 3 ou 4 ans. Alors, ces ateliers sont gratuits. On les offre un peu partout à travers le Québec, beaucoup, évidemment, à Montréal, mais un peu partout dans la capitale nationale, à Gatineau, dans l'Estrie, etc. Alors, ce sont toutes des activités pour aider les personnes aînées, encore une fois. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous avons obtenu récemment 2 nouvelles subventions. Une subvention du gouvernement fédéral, projet Nouveaux Horizons pour les aînés, et une subvention également de CADA, Québec Amis des aînés, du gouvernement provincial, du gouvernement du Québec. Et ces subventions nous permettent de continuer, de poursuivre pour faire notre mission, pour accomplir notre mission. Et c'est essentiellement, ces subventions touchent essentiellement à la lutte contre l'ageisme. Le respect des personnes aînées, oui, parce qu'au fond, l'ageisme, c'est un manque de respect envers les personnes âgées. Alors, autrefois, les vieux étaient très honorés dans plusieurs civilisations. On l'a vu notamment dans la Bible. Les vieux étaient considérés comme des sages. C'étaient des porteurs de messages, ce qu'on appelait à l'époque la tradition, ce qu'on appelle plutôt la tradition orale. Alors, on appréciait leurs conseils, on appréciait leur expérience, leur savoir-faire. Alors, c'était très précieux, ces contacts avec les personnes âgées. Et au Québec même, on gardait souvent à la maison longtemps le grand-père, la grand-mère de ces personnes aînées et on leur prodiguait évidemment des soins et ça nous permettait évidemment de conserver plus longtemps la vie de ces personnes. Alors, on leur manifestait beaucoup d'affection et c'était chose courante
que de garder ses personnes aînées à la maison. Mais il s'est passé évidemment des faits sociaux qui ont eu des répercussions importantes sur cette manière de traiter les personnes aînées. Il y a eu d'abord l'arrivée de l'imprimerie qui a évidemment facilité la communication et la diffusion des messages. Alors à ce moment-là, on n'avait plus à avoir recours aux personnes âgées pour aller chercher des informations ou du savoir-faire. Tout nous arrivait par l'imprimerie au 15e siècle. Et il y a eu également à la fin du 19e siècle la révolution industrielle. On s'est mis à travailler beaucoup plus. Et puis à ce moment-là, ça a eu des effets sur les familles. Et plus tard, au milieu du 20e siècle, et vers la fin du 20e siècle, eh bien, on a commencé à connaître un taux élevé des divorces, l'éclatement des familles. Alors, bien sûr que l'éclatement des familles n'a pas favorisé le fait, par exemple, de garder des personnes âgées à la maison, de garder ses proches à la maison. Alors, tout ça fait que le tableau a changé radicalement au point de vue social en ce qui concerne les personnes âgées. Et aussi le fait que la longévité a augmenté la population des aînés. Et cette augmentation de la population des aînés, eh bien, la société n'était pas prête à faire face à cette hausse des personnes âgées dans notre quotidien. Et au Québec, eh bien, vous connaissez bien la popularité des CHSLD. Alors, c'est l'endroit où, entre guillemets, on parque souvent nos aînés. On est en attente actuellement. Il y a près de 4000 personnes qui attendent une place dans les CHSLD. Alors, parce que les familles sont éclatées, parce que beaucoup de personnes monoparentales, tout ça fait qu'on ne peut plus malheureusement s'occuper des personnes âgées. Donc, on les envoie à l'extérieur du foyer, on les envoie dans les CHSLD. Alors, c'est une caractéristique sociale de nos jours, le fait qu'on ne garde plus à la maison les personnes aînées. Ce n'est plus la mode, comme on dit. Ce qui est triste parce que, évidemment, ça crée un désarroi chez les personnes qui sont placées, évidemment, dans les CHSLD. Alors, voilà. Alors, donc, un changement radical dans la société. Ce qu'est l'âgisme, alors, des comportements, des attitudes ça prendrait un NT, à déprécier les individus, les jeunes ou vieux, en raison de leur âge. Alors, l'âgisme se compose à la fois de stéréotypes, de préjugés, de discrimination, des stéréotypes, des banalités, du genre, bon, les vieux passent leur temps dans les centres commerciaux, les personnes âgées jouent constamment au bingo, toutes des choses, des banalités qui sont fausses et qui, évidemment, affectent les personnes âgées. En passant, on peut parler aussi du jeunisme. C'est que c'est de l'âgisme envers les jeunes, mais c'est moins courant, hein, en disant, par exemple, que les jeunes sont des fainéants, font rien, ils font rien, ils ne s'instruisent pas. Alors, une généralité qui touche les jeunes et, encore une fois, qui est une forme d'agisme. Alors, l'agisme, que ce soit chez les jeunes et particulièrement chez les personnes âgées, a des effets néfastes sur la vie des aînés. Alors, on verra un petit peu plus loin ce que ça peut causer comme effet, mais je vous dis tout de suite que ça crée des problèmes de manque de confiance, ça mine la confiance des personnes âgées et ça attaque leur estime de soi.
Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 50% des gens qui manifestent de la discrimination envers les aînés. Alors, ça se fait évidemment d'une façon souvent euh, plus ou moins importante. C'est un petit commentaire, une petite réflexion que l'on fait envers les personnes âgées, mais qui sont de la discrimination. C'est en 1968 que le psychiatre Robert Butler a été un des premiers gérontologues à reconnaître l'âgisme. Alors, lui, c'est un psychiatre qui a dénoncé d'abord justement ce traitement envers les personnes âgées et qui a un peu, en quelque sorte, inventé le mot âgisme. Il y a eu par la suite, plusieurs définitions des chercheurs sur l'âgisme. Mais toutes ces définitions, évidemment, tournent autour des préjugés et de la discrimination. Butler, lui, a parlé d'un profond désordre psychosocial. Un profond désordre psychosocial qui est caractérisé par des préjugés, des stéréotypes. Traxler, lui, a parlé d'un ensemble d'attitudes, d'actions personnelles ou institutionnelles par lesquelles subordonner une personne ou un groupe de personnes à raison de leur âge. Palmore parle d'un phénomène social qui se manifeste à travers de préjugés. Alors, tous ces chercheurs euh, ont parlé de l'âgisme, mais toujours fondamentalement comme une discrimination en raison de l'âge. C'est ça qui est fondamental, ce qui est essentiel à comprendre, une discrimination en fonction de l'âge. Alors, il y a deux grands types d'agisme, un agisme positif et un agisme négatif. Du côté des manifestations de l'agisme, ça paraît un petit peu drôle de parler d'un agisme positif, pas un agisme qui se fait avec le sourire. Alors, l'agisme positif, en anglais, on appelle ça de all-over accommodation. Alors, c'est comment faire un petit peu plus, du genre, oh, madame, vous n'êtes pas jeune, je vais vous aider à mettre votre manteau, ça va, vous avez un peu, vous avez sans doute mal au bras, là. Je vais vous aider, madame. Alors, c'est un exemple d'agisme positif. On le voit beaucoup, cet agisme positif, dans les CHSLD, malheureusement. Et ça vient souvent de la part des préposés aux bénéficiaires qui ont des attitudes très complaisantes envers les aînés, du genre, oh, ma petite, on va vous donner un petit peu de lolo, là, ça va vous aider à mieux avaler, là. On tient un langage, par exemple, enfantin envers les personnes âgées. Alors, c'est de l'agisme positif dont il faut se méfier. Alors, c'est quand même important. Et vous avez également l'agisme négatif, qui est fondé encore une fois, fondé sur les préjugés et la discrimination. Vous avez des exemples. Les vieux sont toujours malades. Les aînés conduisent mal. Les vieux passent leur temps dans les centres commerciaux. Les aînés ne peuvent rien apprendre. Bon, alors, sur cette dernière discrimination, les aînés ne peuvent rien apprendre, eh bien, je vis actuellement dans une RPA et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'activités d'apprentissage dans notre RPA. Il y a des cours sur le numérique, sur comment utiliser sa tablette. Il y a des cours sur le dessin, des activités, toutes sortes d'activités qui sont reliées à l'apprentissage. Alors donc, que les aînés ne peuvent rien apprendre, c'est faux de penser ça, absolument faux. J'ai vécu il y a à peu près un mois un exemple flagrant d'agisme. J'étais à l'épicerie et il y avait devant moi une dame qui s'apprêtait à payer et qui cherchait sa carte de crédit dans son sac à main. Elle ne trouvait pas sa carte, cherche, bon.
En fait, sa carte était dans son manteau, dans une poche de son manteau. Euh, alors, il y avait un jeune qui était derrière elle qui dit, mais madame, dépêchez-vous, on n'a pas juste ça à faire, attendre. Or que c'est donc pas drôle de vieillir. Alors, vous avez une manifestation flagrante d'âgisme. Alors, doucement, je suis intervenu et j'ai dit, écoute, c'est un jeune du secondaire, de l'école secondaire. Alors, je lui ai dit, écoute, ça arrive également aux personnes, aux jeunes, de chercher leur carte de crédit parce qu'elle n'est pas dans leur portefeuille, ou peu importe où. Ça arrive aux jeunes également. Là, il m'a regardé d'un air un peu étonné. Je pense qu'il a compris le message. Et finalement, la dame a trouvé sa carte de crédit dans sa poche et puis elle a payé. Alors donc, c'est un cas vécu et je suis sûr que vous pourriez raconter beaucoup de faits semblables qui montrent que l'âgisme sévit dans notre société. Alors, c'est donc une réalité fort répandue et c'est répandu et c'est assez, en fait, ça ne devrait pas être étonnant, mais c'est que l'angisme qui a été vraiment découvert vers la fin du 20e siècle, mais cet angisme a toujours finalement existé à des degrés plus ou moins importants. Et j'ai découvert une petite fable de Jean de La Fontaine, le fabuliste du 17e siècle. La fable s'intitule Le vieillard et les trois jeunes hommes. Et c'est un cas justement d'agisme. Alors, on raconte dans cette petite fable d'à peine une dizaine de lignes, on raconte qu'il y a une personne aînée qui plantait des arbres. Et là, il y a trois jeunes qui passent qui lui disent, mais passe encore de bâtir, mais planter à cet âge, ça a l'air de quoi ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous perdez votre temps de planter des arbres à votre âge, hein? Alors, euh, quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? À quoi bon charger votre vie des soins de l'avenir qui n'est pas fait pour vous? Ça vous donne à planter des arbres, vous n'en avez pas pour longtemps à vivre. Alors donc, c'est un exemple d'agisme et qui vient du 17e siècle. Vous vous imaginez un petit peu. Alors, voilà. Donc, euh, c'est une réalité répandue et on le voit dans toutes les activités humaines, dans le travail, les loisirs, les soins de santé, beaucoup dans les soins de santé. Et finalement, les activités quotidiennes peuvent nous offrir des occasions d'agisme. Alors, et plus on est vieux, plus on serait exposé aux préjugés. Bon, c'est certain que quand on vieillit, surtout quand on arrive à un âge plus avancé, 85 ans, 88 ans, 90 ans, on peut présenter une image, une certaine image de faiblesse ou de vieillissement. Chez certaines personnes, ça peut être très accentué. Alors, à ce moment-là, on est davantage au risque de subir les effets de l'âgisme. J'ai parlé tantôt d'un exemple à l'épicerie, mais cette personne, évidemment, était relativement âgée. Alors donc, si une personne est très âgée en présentant une image de faiblesse, elle s'expose peut-être davantage à des commentaires disgracieux. Parce qu'on vit dans une société qui favorise la jeunesse et la performance, hein. Et la jeunesse et la performance, eh bien, j'en veux pour preuve, par exemple, dans les centres commerciaux. Regardez dans les centres commerciaux les vitrines, les vêtements. Les vêtements pour femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de boutiques pour femmes que pour hommes dans les centres commerciaux. Et donc, vous voyez que les vêtements
sont surtout des vêtements, essentiellement des vêtements pour les personnes jeunes, des femmes très jeunes, évidemment, dans la vingtaine, un peu plus âgées, 25, 30, 40 ans, mais des vêtements pour les femmes de 50, 60 ans, c'est plus difficile à trouver. Alors donc, c'est une forme de discrimination, c'est-à-dire qu'on favorise la jeunesse, on favorise davantage la jeunesse, alors que finalement, sur le plan financier, il faut reconnaître que souvent les jeunes ont moins de sous, moins d'argent que les personnes âgées. Alors donc, il faut faire attention du côté commercial en ce qui touche justement la publicité et puis ce qu'on peut voir dans les vitrines des centres commerciaux. Peut-être que pour les jeunes, manifester de l'âgisme, c'est une façon de créer de la distance avec les vieux et puis de contenir aussi leur angoisse face à la déchéance, à la mort. Alors, il y a un éloignement qu'on crée en manifestant de l'âgisme, en disant, bon, cette personne-là a pas son temps à jouer au bingo, elle fait une vie moche, mais moi, ça va, ça va bien, j'ai des loisirs, je fais du sport, j'ai des différentes activités intéressantes. Alors, c'est une façon de créer un mur, si vous voulez, entre les personnes âgées et les jeunes. Et puis, ça peut rassurer certains jeunes sur, évidemment, le fait de vieillir. L'agisme pendant la pandémie, bon, alors c'était là aussi, on a eu des exemples flagrants de situations discriminatoires. Ça a commencé évidemment, malheureusement, par le gouvernement du Québec au mois de mars 2020, quand M. Legault, le premier ministre, a parlé de mettre le Québec sur pause parce qu'évidemment, la pandémie sévissait et c'était relativement inquiétant. Alors, il a dit, M. Legault, les vieux, vous allez rester à la maison, hein, à l'écart. Et pour lui, les vieux, c'était des 70 ans et plus. Nous étions à ce moment-là des boucs émissaires. Il y a eu un confinement à outrance, notamment dans les RPA. Alors qu'il y a beaucoup de personnes de 70 ans et plus qui étaient très en forme, qui étaient en mesure de lutter contre le virus. Alors, c'était donc discriminatoire euh, que de les placer comme ça, à l'écart, particulièrement dans les RPA. Dans les RPA, à un moment donné, nous, on était carrément euh, obligés de demeurer dans nos appartements. On était quelques temps, quelques semaines, sans être capable de sortir de nos appartements. C'était vraiment une situation très pénible et frustrante pour la plupart des aînés. Et on a également été en mesure de constater l'hécatombe dans les CHSLD, plus de 4000 personnes âgées qui sont décédées. On a eu aussi le cas du CHSLD Aaron dans l'ouest de Montréal, où on a littéralement abandonné plusieurs aînés. On les a abandonnés à leur sort et c'était d'une grande injustice et euh, un spectacle, un spectacle tout à fait d'une grande tristesse qui s'est offert évidemment aux personnes qui ont découvert évidemment ces personnes abandonnées, littéralement abandonnées par les employés. Alors donc, c'était une catastrophe sociale que ce qui est arrivé dans les CHSLD au moment de la pandémie.
En France, les autorités n'ont pas comptabilisé le nombre de décès des années résultant de la COVID-19. Encore une fois, une situation discriminatoire. Euh, les personnes âgées qui décédaient, on ne tenait pas de statistiques là-dessus. En blanc dit, ben, c'est pas important, là. Ces gens-là meurent, ils sont pas jeunes. On ne comptera pas, on ne décomptera pas ces personnes âgées. Alors, une façon de faire de l'agisme. L'agisme et l'emploi, bon, c'est fréquent, ça aussi. Certains employeurs ont des attitudes agistes. On ne reconnaît pas l'expérience et l'expertise des employés d'expérience. Bon, il y a une expérience de trop là, ici. Des anciens employés ou des vieux employés, des employés âgés. On n'accorde pas de promotion. Alors, la façon de discriminer ces personnes, eh bien, on les envoie à la retraite et on favorise l'emploi chez les jeunes. Alors, ça permet d'économiser des sous, parce qu'un employé, évidemment, avec de l'ancienneté, est un employé qui coûte davantage cher au patron. Euh, et aussi, on croit que les employés âgés ne peuvent rien apprendre, ils ne peuvent pas se recycler, alors que le contraire existe. Et on est actuellement dans une période où il y a un besoin criant de main-d'œuvre. Alors donc, il y a comme une contradiction. On a besoin de main-d'œuvre, mais d'un autre côté, on dit, ben, les personnes ne peuvent pas apprendre, les personnes âgées, les employés âgés ne peuvent pas apprendre ni se recycler. Alors, c'est une contradiction. Alors que le fait, c'est que les personnes âgées peuvent se recycler au travail. Et on pourrait aussi leur faciliter la tâche aux employés par des horaires flexibles, des primes ou encore des semaines de 4 jours. Alors, il y a des moyens qui pourraient être pris pour leur favoriser l'accomplissement de leurs tâches. Alors donc, il y a des réactions agistes, malheureusement, de plusieurs employeurs. Il y a des données, des recherches qui existent là-dessus et qui montrent bien que l'agisme sévit dans le domaine de l'emploi. Alors donc, c'est important aussi que le gouvernement puisse intervenir. C'est le cas de la France qui a reporté évidemment l'âge de la retraite, mais ça n'a pas été facile. Comme vous savez, il y a eu beaucoup de réactions sociales. Mais c'est au gouvernement de prendre des mesures qui peuvent justement favoriser la rétention des personnes, des employés âgés dans les usines, les manufactures, dans les magasins, peu importe. Les minorités vieillissantes. Bon, c'est sûr qu'actuellement, l'immigration crée de gros problèmes dans nos sociétés, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Les immigrants arrivent, porte toute grande, ouverte, et puis nous n'avons pas les structures d'accueil nécessaires pour leur répondre à ces besoins. Problème de logement, comme vous le savez, problème de services publics, services de soins de santé, etc. Alors donc, on a fait on a ouvert la porte trop grande, je pense, en Amérique du Nord et puis en Europe. Alors, ce qui fait qu'on a actuellement une démographie euh, extrêmement développée, une démographie qui fait en sorte que les gouvernements, la société ne peut pas répondre à tous ces besoins. On peut comprendre que
par les immigrants qui viennent des Indes, qui viennent de l'Afrique ou encore de l'Amérique centrale. On peut comprendre, du Mexique, on peut comprendre que ces personnes vivent dans des conditions euh, assez difficiles et que ces personnes aient le désir d'émigrer, oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que, encore une fois, nous n'avons pas ce qu'il faut pour bien les accueillir. Et c'est une parenthèse que je viens d'ouvrir sur l'immigration et que je ferme, c'est que chez ces minorités vieillissantes, il y a actuellement aussi de l'âgisme, une discrimination. On n'a peut-être pas la discrimination qu'on faisait il y a quelques années quand on disait les immigrants volent nos emplois. On répétait ça il y a quelques années. Euh, c'était une discrimination vers les personnes. Mais aujourd'hui, la discrimination est un peu la discrimination qu'on retrouve généralement chez toutes les personnes. Alors, ces immigrants qui sont des immigrants reçus, les demandeurs d'asile, les travailleurs temporaires, eh bien, sont souvent victimes d'agisme. Et on oublie justement que ces personnes peuvent subir évidemment les méfaits de l'agisme. Remarquez qu'on manque de données là-dessus. On n'a pas de statistiques précises sur cet agisme un peu particulier, mais c'est un agisme qui existe. L'auto-agisme. Alors, l'agisme tourné vers soi, c'est un peu plus rare dans un sens, mais on peut l'observer dans certains milieux. Moi, je le vois très bien dans ma résidence. Alors, ce sont des personnes qui, par leur parole, leur attitude, se dévalorisent. Alors, on a bien des exemples de cet auto-agisme. J'ai vieilli et c'est plus comme avant. Je fais plus grand-chose dans ma vie. Le temps ne passe plus vite, je n'ai rien à faire. Les vieux sont les parasites de la société. À 87 ans, je suis trop vieille pour conduire ma voiture. Alors, vous voyez un peu la discrimination envers soi-même. Je m'élimine de la scène sociale ou de la scène quotidienne. Alors, c'est l'image de soi puis l'estime de soi qui est attaquée. Alors, un affaiblissement du moins de la personnalité qui nuit à l'engagement et aux activités quotidiennes. Alors, ces personnes qui s'autodiscriminent n'iront pas suivre un cours sur comment utiliser sa tablette. Elles ont perdu confiance. Elles ont amoindri leur estime de soi. Alors, c'est de l'auto-agisme. Alors, c'est important. On le vit et ça se fait d'une façon assez anodine. C'est-à-dire que, ah ben non, moi, le cours, non, non, moi, je suis pas trop vieille pour faire ça. Beaucoup trop vieille pour voyager. Alors que vous avez des gens qui voyagent à 95 ans. Donc, l'auto-agisme, c'est une forme personnalisée de l'agisme et c'est une réalité qui existe. Et comment combattre l'auto-agisme? Eh bien, c'est d'abord essayer de reprendre confiance en soi et de se dire, je suis capable de faire ça, je suis capable d'aller faire un voyage à Paris. Bon, alors c'est un peu se parler à soi-même. On aura d'ailleurs une conférence sur l'auto-agisme au mois de novembre.
Alors, les conséquences de l'âgisme, qualité de vie peut-être affectée, perte de confiance en soi, puis c'est ce que je viens de dire, c'est que les personnes qui se font dire régulièrement, bon, ben, les vieux, là, vous vivez au crochet de la société. Les vieux, vous êtes toujours malade, vous passez votre temps à l'hôpital. Bon, les personnes âgées, là, vous autres, là, c'est bien simple, là. C'est que, oui, vous n'êtes pas tellement utile à la société, là. Vous ne faites rien à la société, là. Alors que c'est tout à fait faux. Les personnes âgées paient des taxes, paient des impôts. Les personnes âgées contribuent à la vie sociale, notamment par le bénévolat. Beaucoup de personnes qui font du bénévolat. Moi, je peux le constater ici dans ma RPA. Il y a des gens qui sont engagés. Il y a des gens qui, par exemple, toutes les semaines vont aller passer leur journée au bazar de l'Église pour justement travailler, accommoder les personnes qui visitent le bazar. Alors donc, il y a le bénévolat, et puis c'est faux de penser que les personnes âgées sont inutiles à la société. Donc, l'âgisme va créer un désengagement social. On dit, ah non, moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire du bénévolat. Je suis trop vieille pour faire du bénévolat. Alors, ça peut engendrer des ennuis de santé, de l'isolement, de la solitude. On se désengage, on reste davantage chez soi. On va moins voir les voisins. Euh, et tout ça, ça peut créer de la dépression, ça peut créer évidemment beaucoup d'amertume chez les personnes qui se sentent victimes. Et si on pousse un peu loin cette d'âge de discrimination, on peut toucher évidemment à la maltraitance. Alors, c'est la maltraitance qui fait en sorte que les, euh, les personnes, la maltraitance peut venir des proches qui, dans des attitudes discriminatoires forcées, même on peut utiliser de la violence, eh bien, tout ça, ça peut conduire à la maltraitance. Alors, la lutte contre l'âgisme. Bon, trois éléments essentiels pour combattre l'âgisme, de l'information, comme aujourd'hui, c'est une conférence sur l'information, de l'éducation et de la sensibilisation. Alors, comme on l'a dit au début de la conférence, l'OBS a comme mission de la lutte ou de lutter contre l'âgisme. Alors, là-dessus, nous avons des ateliers de sensibilisation qui ont comme pivot une bande dessinée qui s'appelle L'âgisme à un clin d'œil. Alors, à partir de situations âgistes, on amène les participants à discuter, à échanger sur justement ces situations. Alors, c'est une prise de conscience, c'est de l'information, c'est de la sensibilisation et de l'éducation en même temps. Alors, juste un clin d'œil, une bande dessinée. On peut trouver cette bande dessinée sur Internet, sur le site de l'OBS. Le site de l'OBS, vous avez accès à cette bande dessinée. Et aussi, les ateliers de sensibilisation sont ouverts à tout le monde. Vous pouvez faire une demande de sensibilisation à l'OBS, sur le site Internet ou encore sur Facebook. Et à ce moment-là, ce sera pour nous un plaisir de vous accommoder en termes d'ateliers de sensibilisation. Vous avez des animateurs, des animatrices qui peuvent se déplacer pour aller animer ces ateliers d'animation et de sensibilisation à l'âgisme. Il y a aussi un outil d'importance qui a été publié par le Centre collégial d'expertise en gérontologie, le Centre collégial d'expertise.
en gérontologie de Drummondville. L'âgisme cétacé de A à Z, c'est un livret, un document très important avec en couleur, avec des situations, des explications. Et c'est très, très intéressant comme ouvrage de sensibilisation à l'âgisme. Il y a actuellement, depuis une dizaine d'années, il y a un mouvement général de lutte contre l'âgisme. D'abord, vous avez le rapport mondial sur l'âgisme de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous avez au Québec plusieurs actions de la FADOC, la, le QDR, l'Association québécoise du droit des retraités. Vous avez également le groupe Maurice qui fait beaucoup du côté de l'âgisme. Et vous avez également des fondations comme la Fondation Sibilla S. Alors, tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui contribuent à la lutte contre l'âgisme. Est-ce qu'on va finir par éradiquer l'âgisme dans notre société? Je ne le crois pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on peut l'atténuer. Et tous ces efforts là, des mouvements, des organismes dont je viens de parler, permettent justement de lutter contre l'âgisme encore une fois. Alors, voilà un rapport. Et j'ai un mot maintenant, justement, du rapport mondial de l'OMS, le rapport mondial sur l'âgisme 2021. Il y a un résumé du rapport qui peut être consulté sur le site de l'OMS. On a simplement à écrire sur Google, en faisant la recherche sur Google, rapport mondial sur l'âgisme, et vous allez avoir à ce moment-là le résumé. Alors, dans ce rapport, notamment, on explique que l'âgisme peut être exprimé en raison de son âge et de sa dépendance. C'est ce que je disais tantôt, c'est que les personnes avec une image affaiblie, les personnes très âgées risquent davantage d'être victimes de l'âgisme. Plus on est jeune, plus on est susceptible de faire de l'âgisme. Oui, j'ai donné un exemple plus tôt. C'est une réaction chez les jeunes qui malheureusement ne comprennent pas tout à fait le vieillissement, d'avoir des réactions qui attaquent en quelque sorte les, euh, les personnes âgées. Moins de risques selon une personnalité forte et des contacts intergénérationnels. Alors, si on vit une personnalité forte comme personne âgée, qui présente une image évidemment plus solide qu'une personne affectée dans son comportement physique, à ce moment-là, vous risquez moins d'être victime d'âgisme. Et si vous êtes dans les contacts intergénérationnels, bien, les contacts intergénérationnels, généralement, les jeunes vont aller davantage vers les personnes âgées. Les jeunes vont comprendre davantage le phénomène du vieillissement. Ils vont peut-être se dire aussi qu'un jour, ce sera leur tour de vieillir. Ils comprendront davantage. Les trois meilleures stratégies, le gouvernement a des actions à poser. On verra tantôt. Le gouvernement du Québec a fait quelque chose d'assez extraordinaire. On va le voir dans la prochaine diapositive. Politique et législation, intervention éducative et intervention intergénérationnelle. Alors, les interventions éducatives, j'en ai parlé avec nos ateliers notamment de sensibilisation à l'âgisme, et les interventions intergénérationnelles, les liens qu'on peut établir entre jeunes et personnes moins jeunes, c'est capital. On le fait. Par exemple, nous, ici, dans les RPA, on invite des classes, d'élèves à venir nous visiter en certaines occasions. Et puis, ça favorise évidemment le contact entre les générations.
La fierté de vieillir. Alors, j'en ai parlé il y a quelques instants. C'est un plan d'action 2024-29 sur 5 ans du gouvernement du Québec qui vient de paraître. Alors, il y a 3 grandes orientations. Participer dans sa communauté, vivre en santé dans sa communauté, créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants dans sa communauté. Alors, ce sont les grandes orientations. Et à ces orientations, il y a 12 axes, 12 éléments qui viennent les préciser. Je vous donne un exemple. Accroître l'accessibilité à l'information et aux outils numériques. Alors, c'est un axe et on vous donne des moyens. On vous donne également ce qui a été fait jusqu'ici du côté de cette accessibilité. Et on vous donne également, surtout, c'est très important, c'est ça, la façon on- qui pourrait nous permettre de favoriser l'accessibilité à l'information et aux outils numériques. On estime actuellement qu'il y a peut-être 80 des personnes, des Québécois, Québécoises, qui sont sensibilisés aux outils numériques. C'est moins élevé chez les personnes âgées, mais je n'ai pas de données là-dessus, mais il y a peut-être au moins, peut-être la moitié des personnes âgées qui sont initiées aux outils numériques, c'est-à-dire la moitié des personnes âgées qui auraient une tablette ou encore un téléphone intelligent. Pour revenir à la fierté de vieillir, l'axe 1 touche la promotion du bien vieillir et la lutte contre l'âgisme. Alors, vous voyez donc dans la fierté de vieillir, dans le rapport du gouvernement, dans le plan d'action du gouvernement, il y a ce souci de lutter contre l'âgisme. Alors, ça, l'axe 1, c'est un axe, évidemment, relativement important, évidemment, pour les personnes, les personnes âgées, la promotion du bien vieillir et la lutte contre l'âgisme. Et je vous recommande fortement la consultation de ce rapport que vous allez trouver encore une fois sur Internet. La fierté de vieillir, c'est le titre de ce plan d'action et vous aurez beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'est encourageant de voir que le gouvernement du Québec s'engage à faire des choses pour ses aînés. Voilà. Et on arrive à la finale. Alors, l'aspect le plus tragique, encore une fois, de l'âgisme, c'est que ça peut conduire à la maltraitance, qui est infiniment triste. Et, là, encore une fois, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. De la même manière que pour une façon de lutter contre l'âgisme, quand on se trouve dans une situation d'agisme, il faut protester, il faut revendiquer, il faut contredire la personne qui nous dit ben les vieux passent leur temps à jouer au bingo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par exemple, dans ma résidence, il y a 2 ou 3 séances de bingo d'1 heure par mois. Il y a beaucoup d'autres activités. Puis remarquez-le bien, c'est que dans les paroisses, c'est un peu la même chose. Les paroisses, je prends l'exemple des paroisses, on va offrir des activités. On va offrir une séance de bingo peut-être par 15 jours par mois. Donc, c'est faux de dire que les vieux passent leur temps à jouer au bingo. Alors, il faut donc réagir, contredire. Non, 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 ce que tu viens de dire là, c'est faux, là, c'est pas vrai ça. Alors, même chose, il faut dénoncer la maltraitance. Quelqu'un qui est maltraité doit réagir, aviser ses proches. Et le milieu aussi. Le milieu doit être avisé. Le milieu doit être aux aguets. Si à un moment donné, dans un milieu donné, vous êtes témoin de maltraitance, il faut intervenir, il faut réagir à cette situation. Donc, important de réagir à, à l'agisme et à la maltraitance, de dénoncer.
Alors, le rapport mondial sur l'âgisme propose des solutions, mise en place de politiques et de lois. C'est très important, puis les gouvernements, évidemment, doivent agir. Et on a un bel exemple avec la fierté de vieillir du gouvernement, le plan d'action du gouvernement du Québec. C'est un exemple de mise en place de politiques et de lois. Promotion des activités éducatives, ça se fait de plus en plus largement, si je peux dire, parce que la plupart des organismes, des associations font une lutte contre l'âgisme. Et évidemment, à l'Observatoire vieillissement et société, nous avons ces ateliers de sensibilisation. Et les interventions intergénérationnelles, il y a Intervention intergénérationnelle Québec, qui est un organisme de justement intergénérationnel qui favorise les contacts avec les jeunes et les personnes moins jeunes. Alors donc, c'est trois moyens, trois facteurs ou trois solutions qui peuvent permettre de lutter contre l'âgisme. Enfin, l'âgisme, c'est une souffrance due à un manque de respect et de considération envers les personnes aînées. C'est une négation du vieillissement. Donc, c'est un problème qui affecte notre société et c'est important de réagir et de lutter contre l'âgisme. Je vous remercie et bonne fin de soirée.